Une Parisienne à Cali, c'est ainsi que Laurence Debril Gutiérrez a intitulé un blog qu'elle a créé en 2014 à son arrivée dans cette ville du sud-ouest de la Colombie. À 47 ans, cette Française expatriée en Amérique du Sud a déjà vécu plusieurs vies professionnelles. Tout d'abord journaliste à l'Express, elle a ensuite tenu un restaurant pendant plusieurs années à Cali, avant d'être sollicitée par les éditions Calman Levy pour traduire La Perra, la chienne, quatrième roman de l'auteure colombienne Pilar Quintana, publié en 2020 dans sa version française. Laurence Debril Gutiérrez, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonjour. Alors, j'avais plusieurs questions à vous poser. Tout d'abord, je viens de l'évoquer, votre parcours professionnel est relativement atypique. Pouvez-vous revenir brièvement dessus? Oui, j'ai donc été journaliste pendant 18 ans en France, en presse écrite. J'ai fait des études de littérature, des études de journalisme. Et puis le journalisme était mon métier, était une évidence, on va dire. Jusqu'en 2014, donc, où avec mon mari colombien, nous avons pris la décision de changer de vie, comme on dit, et de tenter l'aventure de l'expatriation. Donc, on est venu en Colombie, qui est son pays. Il est franco-colombien. Et puis là, je n'avais pas le niveau suffisant d'espagnol pour continuer à écrire en espagnol. Ça exige vraiment un niveau que je n'avais pas à l'époque. Donc, j'ai abandonné le journalisme pendant un certain temps et on s'est lancé pour faire un restaurant. Voilà, c'est un peu cliché, mais c'était très amusant. Mon mari n'était pas du tout dans le secteur de la restauration non plus. Donc, on a tout appris sur le tas. Et puis, bon, voilà, je ne vais pas détailler ça ici, mais c'était une expérience amusante et enrichissante. Et puis, parallèlement, comme c'était une expérience qui était peu rémunératrice, c'est le moins qu'on puisse dire, j'ai continué à faire en parallèle des corrections de traduction, donc ça s'appelle du proofreading, et de l'amélioration de style pour un site russe. Voilà. Donc aujourd'hui, je n'ai plus mon restaurant qu'on a fermé en 2018 et je fais du proofreading donc pour ce site, donc correction, amélioration de style, et je fais des traductions aussi depuis 2 ans. Donc, vous n'avez pas fait à proprement parler d'études de traduction? Pas du tout, pas du tout, ni d'études de langue. J'ai fait des études de littérature, mais je n'ai jamais appris à être traductrice. Et malgré tout, les éditions Calman Levy vous ont fait confiance pour la traduction de ce roman La Chienne? Oui, alors en fait, j'avais écrit un livre pour Philippe Robinet, qui est actuellement le directeur général, je crois, de Calman Levy. Je l'ai donc connu, lui, personnellement, en 2006. J'avais écrit un livre d'une nonne bouddhiste au Népal, une nonne népalaise. Et donc, on s'est connus dans ce cadre-là. Ensuite, on est resté en contact. Et puis, c'est lui qui savait que j'étais en Colombie, qui connaissait mon parcours professionnel d'avant. Et c'est lui qui m'a proposé de tenter l'expérience, sachant que Pilar Quintana est caleña. Donc aujourd'hui, elle vit à Bogota, mais elle est née à Cali. Voilà, il m'a proposé. Et j'ai hésité parce que je ne me sentais pas forcément légitime. J'ai d'abord lu le livre en espagnol. Et puis, je me suis dit qu'il fallait tenter. Et voilà, ça s'est bien passé. Et alors, parlons à proprement parler de ce travail de traducteur. Est-ce que pour ce premier travail, vous avez utilisé des outils en particulier, des dictionnaires, glossaires, que sais-je? Non. J'ai découvert récemment qu'il y avait tout un tas d'outils qui étaient à la disposition des traducteurs. J'avoue que je n'en avais aucune idée. Non, moi, j'ai fait ça à l'ancienne. J'ai fait ça à l'ancienne toute seule. Voilà, c'était un roman qui était court, hein, qui fait 110 pages, je crois. J'avais un temps qui était relativement long. Je crois que j'avais 5 mois pour le faire. Donc, ça m'a enlevé la pression de l'urgence. J'ai pris mon temps, j'ai fait phrase par phrase.
Simplement, non, j'avais aucun outil. Il y avait des mots, donc l'action se passe sur la côte Pacifique. Il y avait certains mots qui étaient très techniques par rapport à la nature joue un rôle très important dans cet ouvrage. Et donc, il y avait des mots sur la faune et la flore, par exemple, que je ne connaissais pas. Donc, mon mari m'a aidée. J'ai fait appel à des amies colombiennes aussi qui m'ont aidée pour certains termes spécifiques. Et voilà, j'ai procédé étape par étape, Et lentement. à ce moment de la traduction, vous n'avez pas eu l'occasion ou pas senti le besoin de vous mettre en relation avec Pilar Quintana directement pour résoudre ce Alors, problème? je l'ai rencontré après. Enfin, je lui ai parlé avant, quand on m'a confié le roman, parce que le hasard fait que j'ai rencontré un autre auteur colombien qui s'appelle Santiago Gamboa, dans un cadre privé, et qu'il connaissait Pilar Quintana, et que donc on parlait. Il m'a dit, ah mais attends, on va l'appeler, et alors que j'étais même pas du tout préparée, parce qu'on était sur une plage en l'occurrence. Il l'a appelé, il me l'a passé, donc c'était beaucoup de pression pour moi. Et puis donc, non. Après, une fois que le travail a été fait, pour moi, c'était assez important. J'ai travaillé vraiment en immersion, c'est-à-dire que elle a une écriture qui est très poétique, assez hypnotique. Bon, j'aime beaucoup sa façon d'écrire. Donc, je me suis vraiment mise dans son... C'était très solitaire comme travail. Et non, je n'ai pas demandé. J'ai pas demandé. Pour le second que j'ai traduit aussi, peut-être on reviendra dessus. Alors, entre-temps, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré à Bogota après la traduction. Donc, on a déjeuné, on a passé 4 heures ensemble. C'était très sympa. Et pour le second, j'ai eu plus de doutes. L'écriture est différente. Et notamment la dernière phrase de son deuxième roman, Los Abismos. Et j'ai eu un doute sur l'interprétation. Et je lui ai demandé. Donc, mais sinon, non, je ne me sentais pas d'interagir avec elle. Je ne sais pas pourquoi. Et est-ce que vous considérez que le fait de vivre en Colombie vous a aidé à mieux décrire la réalité qu'elle décrit dans ses romans? Ah oui. Ah oui, je pense que c'était dans ce cas-là absolument nécessaire. Oui. Peut-être que parce qu'en fait, tout ce qu'elle décrit, je l'ai connu, je l'ai vécu. La Colombie, c'est un pays, bon, tous les pays, bien sûr, sont particuliers, mais il y a beaucoup de choses qu'elle décrit, elle, dans la nature, dans la force de la nature, qu'il faut avoir vécu, je pense. Bon, je ne dis pas que c'est une nécessité, mais voilà. Par exemple, si on me proposait aujourd'hui de traduire un roman espagnol, ou mexicain, enfin, je pense que mon domaine de compétences actuellement, il n'est que sur la Colombie, parce que c'est ici que j'ai appris l'espagnol. Je n'ai pas appris l'espagnol non plus à l'université, ni même au lycée. J'ai pas fait l'espagnol en classe. Donc, oui, ma connaissance, elle est très localisée, je pense. Est-ce que vous avez déjà relu votre traduction de la chienne? Non, non, parce qu'en fait, c'est un travail, comme je vous dis, très immersif et c'est très intense comme travail, parce que dans mon cas, il y a eu plusieurs couches, j'ai procédé par couches. Donc, il y a eu la première lecture personnelle que j'ai faite pour savoir si je me sentais capable ou pas de le faire, si ça me plaisait, si je me sentais en adéquation avec le livre. Première fois. Ensuite, il y a eu la deuxième lecture qui était celle dont je vous parle, qui était phrase par phrase, étape par étape, un petit travail de fourmi comme ça, très lent. Ensuite, il y a eu ma troisième relecture de ma traduction, enfin la troisième lecture qui était ma relecture personnelle. 3. Ensuite, je l'ai envoyé aux éditions Calman Lévy. Ils avaient quelques petites questions, des répétitions. Donc, je l'ai relu une 4e fois. Et quand ils ont fait la version finale, je l'ai encore relu. Donc, finalement, j'ai eu 5 niveaux de lecture sur ce texte. Et c'est comme, voilà, à chaque fois qu'on écrit un livre, j'ai déjà écrit des livres avant, des enquêtes ou des choses comme ça. Au moment où on le rend, je pense qu'il y a un peu de saturation. On connaît chaque phrase par cœur. Et non, ce n'est pas une lecture plaisir, peut-être dans 10 ans.
Dans 10 ans, je pense que je serai très heureuse de le relire. Mais là, non. Est-ce que pour le second roman, Nos abîmes, votre expérience de traduction a été différente? Vous parliez par exemple de cette difficulté de la dernière phrase, dont vous allez peut-être nous dire un mot. Oui. Alors, j'ai procédé exactement pareil. C'est-à-dire qu'ils m'ont proposé de le lire. Comme je ne me considérais pas comme une traductrice classique ni professionnelle, j'ai réservé ma réponse. Enfin, je voulais pouvoir être sûre de moi. Donc, j'ai fait ce même travail de lecture neutre, entre guillemets, pour moi, comme lectrice. C'était un niveau d'écriture plus, plus compliqué. C'est un roman qui est plus long. C'est un niveau de lecture peut-être un peu plus soutenu, un niveau d'écriture, pardon, un peu plus soutenu dans les images. Donc, j'ai un peu hésité. Et puis, je me suis dit, fais-le, parce que là aussi, j'avais du temps. J'avais quand même la première expérience qui s'était très bien passée. Fallait que je me fasse confiance, en fait. Donc, je me suis dit, fais-toi confiance. Et oui, j'ai accepté. Pardon, la question était… Ah oui, sur la deuxième… non, j'ai procédé pareil. Donc, cette première lecture neutre, ensuite, phrase par phrase, étape par étape, tout doucement. Et la dernière phrase, alors je ne m'en souviens plus. Je crois que je l'ai sous les yeux. Ouais. Je vais vous la lire. Ah voilà, c'est la fête, c'est l'appartement qui fait la fête. Ah oui, c'était ça. C'est El viento de la tarde entró por las ventanas. La selva despertó de su quietud y en el apartamento, a pesar de mi mamá, se hizo una fiesta. Se hizo una fiesta. Et donc, je ne sais pas si on peut dire un mot sur l'histoire, sur le roman. Peut-être, oui. C'est le point de vue d'une petite fille de 8 ans sur sa mère et sur sa famille. Elle a une mère qui, même si c'est jamais dit, est dépressive, et égoïste, mais surtout dépressive, je pense. Sa mère souffre, en fait, même si c'est une mère défaillante. Et donc, c'est cette petite fille qui observe sa mère, sa mère qui joue avec les extrêmes, qui joue avec la mort. La mort est très présente. Les abîmes, c'est à la fois les abîmes physiques, puisqu'ils sont dans un environnement que je connais très bien, justement, qui est ici, juste à côté de Cali. Tout ce qu'elle décrit dans son deuxième roman, c'est ma réalité quotidienne, en fait, les rues, les avenues, les magasins, là où ils mangent une glace, enfin, c'est la promenade du Rio, c'est très, très ancré dans Cali. Donc, c'était amusant et agréable de faire ça. Et donc, c'est à la fois les abîmes physiques, les précipices réels, et puis les précipices dans lesquels un être humain peut se laisser aller à sombrer. Et donc, à la fin, sa mère, dont on pense finalement qu'elle va… Enfin, je ne vais pas raconter la fin, mais disons que le suicide et la mort rôdent tout le long du roman. Et cette dernière phrase, elle m'a beaucoup perturbée, parce que le se hizo una fiesta, je n'arrivais pas à comprendre si c'était la nature, l'appartement, la vie. Enfin, c'était un peu… je me suis beaucoup interrogée. Et puis, en réalité, donc, Pilar, j'ai demandé à Pilar, je ne sais pas si elle a fait exprès ou qui ne m'a pas vraiment répondu. Je pense que c'est fait exprès, que cette espèce d'ouverture sur cette dernière phrase est volontaire. Donc, je l'ai traduite littéralement. L'appartement a fait la fête ou quelque chose comme ça. Là, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais voilà. Donc là, oui, j'ai eu le besoin de lui demander, de lui poser cette question-là, oui. Est-ce que vos deux expériences de traduction ont changé votre regard sur le métier de traducteur ou sur la traduction de manière générale? Oui, parce que c'est un métier sur lequel je ne m'étais jamais interrogée. Alors, je travaille déjà avec des traducteurs et il m'arrive de faire des traductions, mais c'est des traductions d'articles courts qui n'ont aucune implication émotionnelle, on va dire. C'est très factuel, c'est des sujets qui ne m'intéressent pas toujours forcément. Bon. Donc, je ne m'implique absolument pas émotionnellement dans le travail de traduction que je peux faire au quotidien, ou de relecture de traduction. Là, c'est l'inverse. Et donc, en fait, c'est extrêmement touchant pour moi, qui écrit aussi. J'écris aussi, en tout cas, j'essaye d'écrire.
Donc, d'avoir accès on se plonge forcément dans les coulisses, on se plonge dans la tête d'un auteur. On y passe tellement de temps, il y a tellement de relectures que justement, on voit les petites chevilles, on voit quand une idée est introduite, on voit le squelette, on voit le canevas. C'est absolument fascinant. Moi, ça m'a fascinée. Ça suscite beaucoup, beaucoup d'admiration de voir le savoir-faire d'un collègue ou d'un auteur. Oui, non, j'ai trouvé ça m'a beaucoup, beaucoup plu, beaucoup plu. Bon, aussi parce que, une fois de plus, avec Pilar, son univers me parle beaucoup. Je ne sais pas si j'aurais été capable de traduire un roman de vampire ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je pense que le cadre, le thème m'ont touchée, oui. Est-ce que justement vous vous considérez à présent comme la traductrice attitrée de Pilar Quintana en français ou pas? Oh ben, non, non, parce que quelqu'un d'autre serait tout à fait aussi capable que moi de le faire. On a une espèce de connivence, je pense, mais non, non, on ne sait pas, on sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais c'est vrai que je pense qu'avoir une connaissance de la personne ou d'avoir un suivi de ses écrits, forcément, ça donne un avantage puisque j'ai une compréhension de ce qu'elle écrit, je pense. Voilà, mais non, non, je ne sais pas ce qui suivra ensuite, mais voilà. Et partant, pour revenir sur la précédente question, une fois de plus, je ne m'étais jamais interrogée sur le métier de traducteur. J'avais déjà lu comme lectrice des traductions dont je trouvais qu'il y avait un manque de fluidité, où je me disais, plus le traducteur n'a pas bien travaillé, entre guillemets, ou plus il y a une sorte de faille du côté de la traduction, que oh, quelle belle traduction. Jamais je me suis dit, oh, quelle belle traduction. En revanche, je me suis déjà dit, il y a un truc dans le style qui est bancal, et à mon avis, le traducteur, il n'a pas. Voilà, donc c'est vrai que c'est un métier qui nécessite beaucoup de. On est derrière quelqu'un, on est en retrait. Je pense qu'une fois de plus, bon, je sais qu'il y a des prix qui existent pour récompenser les traductions, etc. Mais c'est un métier qui est peu mis en avant. On ne parle jamais des traducteurs, enfin, en tout cas, moi, dans mon expérience, alors que c'est un métier très beau, très, très, très. C'est un métier de l'ombre qui est un très beau métier, être capable de prendre une œuvre, de l'intégrer, de la respecter, de la rendre comme elle est. C'est assez fascinant comme travail. Et est-ce que ce travail vous a également changé en tant que lectrice, justement? Bah, en tant qu'apprentie écrivaine ou écrivaine, ça m'a changé. Comme je vous disais, ça m'a permis de voir les ficelles, etc. En tant que lectrice, je ne saurais vous dire. Est-ce que vous êtes plus attentive encore à ces erreurs, à ces manquements qu'il peut y avoir parfois dans les traductions, comme vous venez d'évoquer? Ah bah oui, parce que moi, je suis une obsessionnelle de la répétition. Je suis une obsessionnelle des erreurs s'il y a une erreur de cohérence, ou si je vois que ça me révolte, ça me mettrait de très mauvaise humeur. Donc, je me dis comment c'est possible d'avoir. Ça m'énerve beaucoup. Donc, oui. Déjà, avant, j'étais assez peu. Je supportais assez mal ce genre de. Je ne parle pas des fautes d'orthographe, par exemple, là, parce que bon, ça, c'est vrai que, bon, bien sûr, ça arrive. Mais les incohérences, oui, j'ai du mal. Ouais. Et s'il vous était donné à présent de choisir un auteur hispanophone, quel est celui que vous aimeriez traduire? Comme j'ai rencontré Santiago Gamboa, qui a déjà son traducteur attitré depuis des années, en fait, j'aime bien connaître, je ne sais pas comment font les autres, mais je trouve que c'est agréable de connaître la personne qui écrit derrière. En fait, je trouve que c'est assez sympa.
Donc peut-être lui qui ne cherche absolument pas de nouveaux traducteurs, qui parle français d'ailleurs lui-même, il a vécu en France. Et puis oui, continuer avec Pilar si ça continue. Sinon, je ne vais pas réfléchir à la question. Quel a été votre meilleur souvenir de traduction? À chaque fois quand on finit, quand on met le point final à la dernière phrase, je parle au niveau de la première étape de ma deuxième couche, ma première couche en fait. C'est extrêmement satisfaisant de se dire que, parce que c'est un long chemin, c'est un long voyage, une traduction. Donc c'est très agréable d'être arrivé à cet endroit-là, d'avoir fini, surtout que moi je doute toujours beaucoup, donc j'ai toujours le doute que est-ce que je vais y arriver, est-ce que voilà, moi c'est plus quand j'ai l'assentiment en fait des personnes qui m'ont commandé le travail. Bon, c'est un énorme soulagement, satisfaction. C'est assez miraculeux en fait d'avoir fini une traduction, d'avoir pu accompagner un auteur, d'avoir essayé de comprendre vraiment. Enfin, j'ai beaucoup fonctionné par imprégnation avec les deux romans de Pilar qui sont ma seule expérience. Voilà, de intégrer, de se mettre un peu dans sa tête. Voilà, c'est ça qui est chouette. Ah, et puis aussi, j'ai une étape dont je ne vous ai pas parlé, qui est dans ma première lecture, en fait, dans ma première traduction, tout ce dont je ne suis pas sûre, voilà, les doutes, soit les mots que je n'ai pas forcément connus ou des formulations un peu alambiquées que je n'ai pas réussi à traduire tout de suite du premier coup, je passe dans ma première couche, je laisse en jaune et je reviens après. Et donc après, c'est comme des énigmes en fait, c'est-à-dire que Pilar dans le deuxième, pas tellement dans la Pera, mais dans les abîmes, elle a des images notamment qui sont un peu particulières. Et quand j'ai réussi à trouver la bonne formule qui correspondra le mieux possible à ce qu'elle a voulu dire, enfin j'espère, ça c'est très satisfaisant. C'est comme de cocher des énigmes, c'est comme d'avoir une liste de 20 énigmes et une à une on les résout. Ça c'est extrêmement satisfaisant. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à un apprenti traducteur littéraire? Étant moi-même une apprentie traductrice littéraire, essayer de s'imprégner, cette fameuse imprégnation, de se mettre comme dans les chaussures de la personne, de changer éventuellement son regard, il faut savoir se mettre de côté. Comme écrivain, j'ai été nègre aussi, donc j'ai écrit pour d'autres personnes. Et c'est un peu pareil, c'est-à-dire être capable de se mettre au service de la voix de quelqu'un. L'histoire de quelqu'un, c'est pas la nôtre. Donc, dans les deux cas, c'est pas qu'on n'existe pas, mais bon, on n'est pas, c'est pas ni le nègre ni le traducteur qui sont mis tellement en avant dans les deux cas. Moi, c'est un statut que j'aime bien, en fait. J'aime bien, ça m'enlève une pression. Donc ça, être capable de pas de s'oublier, mais de se mettre vraiment à la place de quelqu'un. Voilà. Dans mon cas, une fois de plus, mon expérience, elle est uniquement autour de Pilar Quintana. Ça m'a beaucoup aidé de voir que les endroits dont elle parlait, je les connaissais. Les types de relations qu'elle décrit, je les connais. La société calénia qu'elle décrit, je la connais. Voilà, ça m'a aidé. Mais c'est peut-être un cas particulier. Donc, vous ne vous sentiriez toujours pas capable de traduire un ouvrage voilà, d'un auteur mexicain, comme vous disiez tout à l'heure, ou espagnol? En fait, je pense que je suis arrivée à un moment de ma vie où il faut que je me mette des défis et il faut que je me fasse confiance. Donc, je considérerais l'idée. C'est-à-dire que mais d'abord, je le lirai en espagnol. Et puis,
J'essaierai peut-être. Est-ce que vous avez de nouveaux projets en tant que traductrice ou d'autres projets dans le domaine littéraire de façon plus générale? Alors pour le moment, non, comme traductrice, je n'ai pas d'autres projets. Le livre va sortir en janvier. J'espère qu'il sera bien accueilli. Et non, j'ai plus un projet pour moi comme auteur, un projet de roman. Voilà. Il vous faudra peut-être un jour alors un traducteur. Oh ben, ce serait extraordinaire. Si j'arrivais à ce stade, ce serait merveilleux. Est-ce que vous envisagez à présent de faire carrière dans la traduction ou est-ce que vos projets littéraires personnels passent avant? Dans mon cas, tout a été une histoire d'opportunité, en fait. C'est des choses que je n'ai pas forcément recherchées. J'ai un travail par ailleurs donc, qui me permet qui me soutient économiquement. Ce qui tombe, entre guillemets, par ailleurs, c'est du bonus. J'essaye que ce soit quelque chose qui me fasse plaisir. J'essaye que ce soit la partie où je peux peut-être plus me révéler ou avoir plus de plaisir dans le travail. Donc, ça dépend de ce qui tombera. Je ne serai certainement pas proactive. J'en ai pas besoin. J'en ai besoin plus pour moi, pour intellectuellement parlant, parce que c'est un défi, parce que c'est passionnant, parce que voilà. Mais je ne mets pas de mots sur ce qui m'arrive, en fait. Voilà, je ne me considère pas comme. Je ne sais pas si je suis traductrice. J'ai traduit 2 romans de Pilar Quintana, ça c'est les faits. Voilà. Laurence de Bril-Gutiérrez, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et je vous Merci beaucoup à souhaite, vous. à titre personnel, beaucoup de succès dans vos Merci entreprises beaucoup. littéraires. Merci beaucoup.